Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Six Flags? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur l'état financier de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. C'est une demande spéciale d'un abonné Top Premium. Je rappelle que nous avons présentement le service Top Premium Plus qui inclut ici 14 formations. En supplément de ça, vous recevez généralement, comme dans le Top Premium ici classique, 2 notes d'analyse par mois, ainsi que la possibilité de demander ici des analyses quantitatives comme celle qu'on va faire présentement ici aujourd'hui, ainsi que les notes de suivi des entreprises précédemment mentionnées, sans oublier ici les notes de rappel qui sont à peu près des checklists ici, dépendamment des industries. Par exemple, quand on arrive dans le secteur ici, hôtel, restauration et les jeux, donc je pense que ça c'est 3 segments, ça c'est 3 sous-secteurs différents ici, bon, 3 sous-industries ici. Donc, quand on regarde ici une compagnie qui est uniquement dans l'industrie des hôtels, quelles questions on devrait aller poser spécifiquement? Ok, chacune de ces entités-là s'analyse de différentes manières. Bref, le lien est en premier commentaire épinglé ici sous la description de cette vidéo aussi. Donc, on y va sur Six Flags. Alors, la compagnie ici, qu'est-ce qu'elle fait? Elle gère des parcs d'attractions. Je pense ici une vingtaine ou une vingtaine de parcs d'attractions, si je ne me trompe pas. 27 parcs d'attractions. Et actuellement, il y a présentement une discussion sur, même pas présentement, je pense même que ça a été annoncé le 2. Ok, donc il y a présentement un deal sur la table entre Cedar Fair et Six Flags. En fait, je n'avais pas l'intention de faire une vidéo sur Cedar Fair ou Six Flags. Il y avait des rumeurs, il y avait des rumeurs hier, et aujourd'hui, je pense qu'on a plutôt la confirmation. Les deux entités font la même chose, Cedar Fair et Six Flags. Donc, j'essaie de regarder ça rapidement ici. Donc, les deux seront les actionnaires de Cedar Fair et les actionnaires de Cedar Fair obtiendront 51,2% de la nouvelle entité et les actionnaires de Six Flags 48,8%. Je pense ici que c'est une fusion. OK, ce n'est pas une acquisition. Donc, il y a de grandes chances ici qu'on soit plutôt ici dans une consolidation pour ce genre de secteur d'activité. Donc, on dit ici, Cedar Fair vont recevoir à peu près une action en échange. Donc, ça pourrait être intéressant ici à aller regarder en profondeur. Donc, c'est une bonne chose parce que c'est un secteur qui est quand même en difficulté. Enfin, quand je dis en difficulté, la pandémie a quand même impacté négativement ce business-ci. Comme on peut le voir ici, Six Flags, c'est 27 parcs d'attractions. Plus Cedar Fair, c'est 15 parcs d'attractions. Les deux réunis, ça va donner à peu près 48 millions de personnes qui passent par là, d'entrée, pas personne, parce que quoi qu'une personne, c'est une entrée. Donc, après également, il y a des personnes qui peuvent constituer ici, qui peuvent revenir plusieurs fois. 48 millions d'entrées ici, pour à peu près un revenu total de 3,4 milliards et un EBITDA ajusté inclut les synergies, donc inclut ici les économies ici au niveau des coûts. Donc, on a à peu près ici 1,2 milliard. Donc, vous pouvez déjà voir ici que quand on prend à peu près, on divise à peu près par la moyenne ici des deux, on aura à peu près un truc comme, 35% par là. On ira vérifier. Donc, enfin, 36%. Ensuite, le free cash flow aux alentours de 828 millions et la dette nette ici après synergie de 3,7 fois les EBITDA. Pas mauvais. Et je pense que ce deal-ci, il a du sens. Donc, on vous dit ici, voilà à peu près le type d'attraction qu'ils ont. On voit ici que Cedar Fair a des choses que, par exemple, a des choses que Six Flags n'a pas. Également, Six Flags a quelques éléments ici que Cedar Fair n'a pas. OK? Donc, les deux sont à peu près complémentaires, majoritairement aux États-Unis et au Canada, notamment ici à Montréal, le fameux, comment on appelle ça? La Ronde. La Ronde, je pense que la Ronde appartient à Six Flags, si je ne me trompe pas. Donc, vous avez tout ça. C'est un bon deal. Et le plus important pour moi ici, c'est de voir qui sera le nouveau PDG. En fait, j'aime bien... Pourquoi ce Six Flags me parle? C'est parce que j'aime bien le PDG de Six Flags. Il vient d'une compagnie qu'on appelle Midley Bay. J'en ai souvent parlé ici. Et il a fait des choses extraordinaires à Midley Bay. D'accord? Donc, aujourd'hui, à Six Flags, je pense qu'il a les capacités de pouvoir relever l'entreprise. Quand on dit relever ici, retournons au niveau des chiffres. Ok, ça c'était à peu près une description à peu près sommaire parce que je découvre ça au même moment. Ok, j'aime bien faire mes vidéos ici en live. Ok, ça permet d'être vrai. En termes de revenus, ça c'est avant la fusion, etc. On voit ici que la pandémie est passée par là. Ça a eu un impact négatif parce que tout était fermé, c'est normal. Ok, avec les restrictions ici, donc vous voyez que c'est pas un business qui allait bien se comporter à cette période-ci. Donc cette période-ci a impacté négativement cette compagnie. Ok, donc vous pouvez voir ici que depuis la pandémie, voilà, elle n'est pas encore revenue à ses niveaux les plus élevés, hormis un petit soubresaut ici aux alentours de février. Mais voilà, ce n'est pas encore ça. Et en termes de marge brute,
La marge brute a été impactée ici par la pandémie, normal, ok. Donc, il ne rapportait presque pas d'argent du tout à cette période-ci. Et vous pouvez le remarquer ici que les marges ne sont pas revenues au même niveau que ce qu'on a connu avant la pandémie. Avant la pandémie, je pense ici qu'on avait des marges de 50, au-dessus de 53% ici. Et là, on est encore aux alentours de 49%, ok. Mais ça remonte petit à petit. Et je pense que la fusion des deux ici va permettre d'augmenter les prix, ok. C'est une bonne chose parce que ça permet ici de consolider ce secteur d'activité-là. Maintenant, on va regarder ici les marges EBITDA. Est-ce que les marges EBITDA sont revenues au même niveau? Également, c'est la même chanson, mais on se relève, on revient de plus petit à petit. Ensuite, on va regarder ici les marges nettes. OK. Déjà, on regarde les free cash flow et les net income si les deux parlent le même langage. OK. Donc, on a ici la ligne des... Enfin, on a ici les net income. Vous pouvez voir ici en termes de volume. Il y a eu un impact négatif. Quand on compare avec les free cash flow, on se rend compte qu'en termes de volume, on n'est pas encore revenu à la moyenne de ce qu'on avait précédemment. Je pense qu'on avait à peu près 265 millions par là avant la pandémie en moyenne. Et aujourd'hui, on est à 165 millions. Il y a de grandes chances qu'on revienne ici. En fait, c'est le but. C'est d'abord le premier objectif. Quand on va analyser cette compagnie, il faudrait faire comment on appelle ça? Il faudrait regarder la compagnie ici avec les marges avant la pandémie. OK, et également écouter le management s'ils ont l'intention de revenir à ces niveaux-là. Il me semble que c'est le cas. Je pense que j'avais écouté une conférence call il y a très longtemps ici il y a quelques temps ici sur Six Flags. Mais voilà, je n'étais pas allé plus loin que ça, donc je vous encourage à aller le faire ici. Ensuite, on va regarder la dette nette. Et ça, c'est juste Six Flags. Ça, c'est avant la fusion, parce que ça ne veut pas dire qu'il y aura fusion ici. OK, donc ici, on a à peu près une dette nette aux alentours de 4,9 fois les EBITDA. OK, c'est la limite, c'est vraiment limite. Mais ça ne prend pas en considération l'augmentation de l'EBITDA en termes de volume ici. Du coup, qu'en termes de marge, on est encore à des niveaux très peu élevés. Donc, si on veut évaluer cette compagnie-ci, qu'est-ce que ça va nous donner en date d'aujourd'hui? Alors, je vais faire simple. Je vais déjà regarder le nombre d'actions. Le nombre d'actions n'a pas augmenté, il a plutôt diminué ici. Et c'est un business qui peut s'échanger à 17 fois les bénéfices par là. Est-ce que c'est un business qui est également prévisible? On va vérifier. Les analystes ont tendance à se faire de bonnes prévisions ici. OK, mais ça reste de la consommation discrétionnaire. Donc, conclusion, en période difficile ici, le consommateur final aura tendance à moins dépenser pour ce genre de produit-là. OK, mais n'oubliez pas également que c'est ce genre de produit, avec l'augmentation des coûts, parce que quand vous allez dans un parc d'attractions, d'accord, l'entrée, ça va, mais ce qui rapporte vraiment de l'argent, ce sont les souvenirs, à manger, à boire, ce genre de choses-là. C'est ça qui rapporte, ou bien les photos également, ça rapporte beaucoup d'argent. Donc, les services adjacents, d'accord, rapportent beaucoup, additionnels, rapportent beaucoup d'argent. Or, quand le prix des produits, des matières premières augmente, parce que voilà, le poulet c'est une matière première, ce genre de choses-là, donc les denrées alimentaires augmentent, ou bien les denrées agricoles, ça a un impact sur le business. En période d'inflation, les salaires doivent également augmenter. Et ça m'étonnerait que ces gens-ci gagnent énormément d'argent. Donc il faut faire attention, sinon on veut garder nos personnels ici, donc on aura tendance ici à augmenter également comment on appelle ça? À augmenter les salaires. Donc, ça aura un impact sur le business. OK? Donc, il ne faut pas juste regarder ça comme ça. Est-ce que l'entreprise a donc la capacité de faire passer l'augmentation des marges ici, des prix, des coûts ici au consommateur final? Après ça, il y a également quelques petits problèmes opérationnels ici, etc. Mais déjà, vous voyez que c'était une compagnie qui payait un dividende en stabilité, en croissance depuis plusieurs années, etc. La pandémie est arrivée. On a tout réduit. Présentement, il n'y a pas intention de payer un quelconque dividende. Et moi, j'aime bien ça. C'est là que ça commence à m'intéresser. Parce que le business a du sens. Sauf si vous pensez que les gens vont aller au parc d'attractions dans le métavers. Quoique c'est possible quand même. OK? Donc, alors, ici, comme d'habitude, apprends avec des pincettes. Ça reste une estimation ici des analyses. On sous-entend ici qu'ils savent mieux que nous, de manière quantitative, à peu près où est-ce que l'entreprise pourrait aller. Ça, c'est avant la lecture des rapports financiers parce qu'on pourrait avoir un avis totalement différent. C'est un business qui peut s'échanger d'habitude ici aux alentours de 17 fois les bénéfices. Le marché a parfois payé 27 fois les bénéfices pour ce business-ci, mais si on regarde sur les 11 dernières années ici, voilà, on va se situer ici aux alentours de 15, 17 fois les bénéfices. Je vais prendre 17 fois les bénéfices ici. Et quand je prends 17 fois les bénéfices, ça reste un rendement 100 divisé par 17, je pense qu'on est aux alentours de 5%, aux alentours ici de 5% par là. Donc, 100 divisé par 17, non. On est à 5,88%. OK. Donc, si on suit le 10 ans ici, donc ça reste à peu près là-dessus la tendance ici. Et ça reste également une entreprise qui pourrait augmenter ses prix, etc. Donc, pourquoi pas. Quand je prends cette compagnie, d'accord, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais prendre à 17 fois les bénéfices.
Ou bien je peux réfléchir en termes de rendement. Et encore avec ces prévisions-ci. Donc, on sera à peu près à 49 $ l'action. OK? Maintenant, je vais aller vérifier la dette nette. Ici, la dette nette moins le 49 $ en question qu'on a trouvé, ça donne à peu près, on a une dette nette de 29 $, donc disons 30. 49 moins 30, on arrive à combien? On arrive à quelque chose ici comme 49 moins 30. Qu'est-ce que je raconte? 49 moins 30, je suis en train de rechercher. 49 moins 30, ça fait bien évidemment 19. Donc, on trouve à peu près 19. 19, 21, on n'est pas loin, ok? Donc, et après ça, quand je vais regarder, je regarde également ceci. 19 fois à 19 $, est-ce que l'entreprise se négocie en dessous de 10 fois les bénéfices si on attend les 19 $? Oui, c'est en dessous de 10 fois les bénéfices. Donc, moi, mon minimum ici, vraiment, c'est 10 fois les bénéfices. Pour une entreprise qui a du sens à long terme, voilà, payer 10 fois les bénéfices, c'est déjà un deal pour moi. Si on me propose cette compagnie-là en moins de 10 fois les bénéfices, pourquoi pas? Donc, ici, quand je mets à 10 fois les bénéfices, OK, vous trouvez ça avec la dette, etc. Idéalement, on aimerait l'avoir à 19 $. Là, on l'a à 21 $. Donc, on est déjà à ce prix-là. Mais encore, ce prix-là se situe même en dessous de 10 fois les bénéfices. C'est-à-dire que si l'entreprise nous distribue la totalité des bénéfices nets en date d'aujourd'hui, par rapport au prix actuel, OK, on aura un rendement sur coût de combien? On aura un rendement sur coût ici de 12%. On aime ça. Vous savez qu'on recherche le fameux 8% ici, encore en se basant sur une certaine croissance. Donc là, aujourd'hui, on a du 12%. OK? Par rapport aux bénéfices nets attendus en 2025. Et ça, c'est encore avant la fusion. OK? Donc, on a à peu près un rendement sur coût de combien? 13%. Les analystes ont tendance à faire de bonnes prévisions sur cette compagnie-ci, la pandémie étant passée par là, etc. Voilà, ça a dû avoir un impact au niveau ici de leur capacité à faire de bonnes prévisions sur une seule année. On peut également regarder ça ici, parce que moi j'aime bien regarder l'estimation des années, mais surtout, est-ce qu'ils ont tendance à avoir raison? Mais faites également attention que cette estimation-là a tendance à fluctuer au cours de l'année. L'analyse peut commencer à 5 $ et terminer à 4 $. OK? Or, si l'entreprise finit l'année à 4 $ ici de bénéfices nets, il aura raison. OK? Donc, ça évolue. C'est pour ça qu'il est important de comprendre à peu près le business model, le secteur d'activité, les compétiteurs. En parlant en termes de parc d'attraction, étant déjà allé dans un parc, je sais que les prix là, c'est... Franchement, surtout quand il n'y en a qu'un seul. Par exemple, à Montréal, on n'a que la Ronde ici, à ma connaissance. D'accord? Il y a d'autres types de parcs d'attractions ici, les parcs aquatiques, etc. Mais la Ronde, déjà, à ce niveau-ci, je sais que les prix sont littéralement de plus en plus élevés. Et c'est le seul dans la zone. D'accord? Surtout si vous avez des enfants, s'ils aiment ça, vous aurez tendance ici à dépenser. Bref, à court terme, on peut souffrir, mais à long terme, c'est un business qui a du sens. Donc aujourd'hui, d'accord, je pense qu'on a une opportunité d'investissement ici. Sur le plan quantitatif, ça pourrait être intéressant d'aller creuser en profondeur. C'est un business, littéralement, je dirais, on ne surpaye pas à 21 $. Et voilà, mon prix sera entre 19 ici et 29. 19 et 29, OK? Donc, maximum 29 $ par là. Et encore, ça reste à 10 fois les bénéfices. Donc, ça peut être intéressant ici à construire pour une position que vous aimeriez construire ici à long terme. C'est un business facile à comprendre, comme je le répétais ici tantôt. Donc, ce n'est que mon avis. Ça ne veut pas dire que je vais aller acheter du Six Flags en me basant uniquement sur les éléments quantitatifs. Je sais ici que les marges sont moins élevées, donc j'ai des questions à poser. Est-ce qu'on a l'intention de revenir à un certain niveau? OK? La dette, est-ce qu'on a l'intention de revenir à un certain niveau? La dette, ici, on l'a regardé en termes de multiples d'EBITDA. On va regarder également en termes de volume, très important. Est-ce que ça a augmenté? Ou en termes de volume, on a plutôt une stabilité. OK, donc il me semble qu'à ce niveau-ci, ce sera intéressant d'arrêter d'augmenter la dette et de commencer à réfléchir au remboursement. Donc quand je vais lire les rapports financiers, je vais écouter ce que le management mentionne par rapport à cette situation-là. N'oubliez pas, lisez vos rapports financiers, n'investissez jamais sur une compagnie que vous ne comprenez pas. D'accord? Donc, ne vous basez pas uniquement sur les états financiers. Ça, c'est une entrée pour essayer de poser les bonnes questions. On a une multitude de questions à poser et je pense que j'ai donné quelques exemples ici. Donc, allez lire les rapports financiers si elles vous intéressent. Et n'oubliez pas, en premier commentaire épinglé ici, vous avez le lien vers le service Top Premium Plus qui inclut 14 formations. La possibilité de recevoir 2 notes d'analyse ici. Les notes d'analyse sont basées sur la lecture des rapports financiers, ma lecture des rapports financiers de certaines entreprises que je considère comme sous-évaluées en date d'aujourd'hui. Je vous prends un exemple. Et voilà, on va prendre, ce mois-ci, on va mettre évolution AB. OK? Évolution AB, je pense que c'est éligible au PEA. Allez creuser sur le dossier. D'accord? Il y a de grandes chances ici qu'on ait quelque chose d'intéressant. Donc, ça sera dans le service Top Premium en date d'aujourd'hui.
OK? Donc, je reviens également faire le suivi sur ce genre d'entreprise-là. C'est une entreprise qui m'intéresse potentiellement, même d'ailleurs pour mon propre portefeuille. Bref, tout ça est dans la description de la vidéo. Comme je l'ai dit ici, pour le prix que vous avez, pour le prix affiché tantôt, ça inclut toutes ces formations-là. Et je rappelle que c'est un abonnement. OK? Avec chacune de ces formations vient avec une masterclass. Donc, on apprend à appliquer. Uniquement jusqu'au 10 du mois de novembre. OK? Uniquement pour le nombre de places affichées tantôt. Bref, ici, ça ne veut pas dire qu'après le 10 novembre, ça n'existe plus, mais le prix sera sans doute différent si vous regardez cette vidéo, c'est après le 10 novembre. D'accord? Donc, ici, Sixflare, c'est une entreprise intéressante. Dites-moi si vous avez une idée sur, si vous avez cette compagnie-ci en portefeuille, si vous la connaissez. Et elle mérite d'avoir une place dans n'importe quel watchlist également. OK? Ceci n'est que mon avis et on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Merci.